Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder le sommaire de ce journal. Nous irons à l'IM2S où a débuté la vaccination du personnel. Nous serons avec Céline Caron, présidente déléguée du conseil d'administration de cette institution. Des élèves du collège FANB se sont fait tester ce jeudi. Il est vrai que les dernières vacances ont souvent été l'occasion de se retrouver en famille. Ces tests scolaires sont une façon, par conséquent, de se rassurer. Notre deuxième invitée, la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Nous reviendrons sur le rôle du pharmacien pendant le confinement, des tests pratiqués désormais dans ces officines et de la possibilité peut-être pour les pharmaciens de vacciner contre la Covid-19 lorsque cela sera possible. Nous verrons tout cela donc avec Caroline Rouguignon. Le véhicule électrique a de plus en plus la cote avec par exemple près d'1 million de véhicules immatriculés en 2020 à travers le monde. Nous allons dans ce journal vous donner quelques arguments pour passer au vert. Et enfin, le directeur de l'Institut audiovisuel nous présentera la projection dans le cadre de Tout l'art du cinéma mardi prochain du film La douleur, une adaptation du roman de Marguerite Duras à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, direction l'IM2S pour nous entretenir avec Céline Caron. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez aujourd'hui d'effectuer les premières vaccinations à l'IM2S. Expliquez-nous comment cela se déroule. Écoutez, effectivement, on a commencé aujourd'hui la première campagne de vaccination de l'ensemble de nos collaborateurs, donc le personnel médical et également les chirurgiens et médecins qui pratiquent leur art à l'Institut. Ça se passe comment? Nous avons d'abord lancé un questionnaire recensant le volontariat et sur la base de ces retours, nous avons programmé donc 2 journées. Majoritairement aujourd'hui, un petit reliquat demain. Ça commence comment? Le collaborateur est d'abord rempli un questionnaire médical, un consentement et un questionnaire médical qui nous permet de vérifier que les conditions sont toutes au vert pour pouvoir vacciner. Ensuite, la vaccination est réalisée au sein de l'Institut. Et il est surtout invité à suivre régulièrement et à rendre compte des différents symptômes qu'il a pu ressentir post-vaccination. Et ça représente combien de personnes à l'IM2S à peu près? Alors aujourd'hui, au niveau du taux de réponse favorable et de volontariat, on est à peu près à un peu plus de 53%, ce qui est assez encourageant pour cette première vague et ce lancement de la campagne de vaccination. On verra maintenant un petit peu comment vont réagir les autres collaborateurs qui vont sûrement discuter avec ceux qui se sont fait vacciner, avec les retours sur les symptômes qu'ils ont pu ressentir. Et je reste convaincue que ça va permettre probablement de rassurer ceux qui ne veulent pas le faire ou quand en vous tout cas de répondre à certaines questions. Des 53%, c'est 53% qui étaient volontaires, les autres hésitaient, c'est ça? Les autres, comme c'est sur la base du volontariat, on n'est pas là pour les forcer. Donc ces 53% sont les gens qui se sont fait connaître sur la base de notre appel à vaccination pour dire moi je veux le faire et c'est maintenant. Oui, ça va se faire au fur et à mesure. Vous avez récupéré le service orthopédique du CHPG. Je ne sais pas si on dit récupérer d'ailleurs, mais pour permettre au CHPG de disposer de plus de places pour la Covid-19, comment vous êtes-vous organisé ? Alors, on n'a pas effectivement récupéré, c'est pas le bon terme. On est monté en soutien à l'établissement public parce qu'on doit se soutenir dans cette période. Il y a 2 phases. La première phase, c'est le soutien à l'activité d'urgence orthopédique. Donc, il faut savoir que depuis le 10 novembre, et c'est toujours en cours, l'IM2S accueille en établissement principal prioritaire tous les patients qui présentent un besoin d'urgence traumatologique et orthopédique. Et la deuxième étape a été pour l'instant, elle a démarré le 24 novembre, elle s'est arrêtée le 18 décembre. Alors, arrêtée n'est pas tout à fait le terme, elle est suspendue pour l'instant. Nous avons connu une période où nous avons accueilli l'activité que nous appelons programmée, c'est-à-dire les patients qui étaient programmés pour être opérés sous statut public dans les blocs du CHPG. Nous avons accueilli en fait 3 praticiens du CHPG pour venir opérer dans nos blocs sur cette activité programmée. Nous leur avons mis à disposition 6 lits pour justement en post-opératoire garder ces patients au sein de l'Institut et libérer ainsi un petit peu de capacité de travail, tant dans les blocs que dans les unités d'hébergement du centre hospitalier Princesse Grace. Donc cette deuxième phase a été réalisée entre le 24 novembre et le 18 décembre. Pour l'instant, c'est suspendu et on reste à l'écoute du CHPG en fonction de leur activité programmée,
continuer de prendre ce relais au gré de leurs besoins. Et on est en contact régulier avec eux. Et comment vivez-vous, comment le personnel vit quotidiennement cette crise sanitaire ? Le plus sereinement possible, avec une très grande cohésion. Ils sont, et je dois le reconnaître et les remercier à travers cette interview remarquable, depuis le début de la crise, depuis mi-mars. On a mis en place un grand nombre de mesures, on a eu beaucoup de dialogues, tant au niveau technique qu'au niveau social avec les délégués. Et je dois dire qu'on était tous en phase pour appliquer des mesures les plus prudentes possibles, comme le port du masque a été immédiat dans l'Institut, le plus collaboratif possible, tant en interne qu'en externe. Et aujourd'hui, on attaque donc la campagne de vaccination et les premiers indicateurs sont pareils, encourageants, et il faut rester optimiste. Alors j'imagine que vous avez un protocole qui est mis en place. Comment ça se passe quand une personne, un patient qui vient pour une consultation, une opération, arrive à l'IM2S? Comment ça se déroule? Alors, quand le patient arrive pour une opération, en fait, un test antigénique est fait directement à l'arrivée sur site, avant qu'il ne soit admis officiellement dans la clinique. Ouais. Et ça nous permet, donc le protocole a évolué. Précédemment, il fallait un PCR 48 heures avant, Ouais. avec la mise à disposition des différents tests qui ont évolué aussi. On a mis à jour ce protocole. Et aujourd'hui, le patient qui doit être hospitalisé, on lui pratique un test antigénique à l'arrivée. Céline Caron, merci. Merci Fabien. Nous parlions de vaccination à l'instant. Il ne faut pas oublier les tests lorsque l'on a un doute. Il a été demandé aux élèves de la Principauté de se faire tester après les fêtes de fin d'année sur la base du volontariat. Nous sommes allés à ce propos du côté du collège FANB. Reportage d'Alexandra Pani et Alexandra Marangoni. Aujourd'hui, fin des cours exceptionnels à 15h. Ils sont une cinquantaine de collégiens à avoir répondu présents à cette séance de dépistage. C'est en bus qu'ils sont accompagnés jusqu'à l'espace Léo Ferré pour un prélèvement nasopharyngé. Un test effectué sur la base du volontariat et accompagné d'une autorisation parentale à partir du CP pour les établissements publics et privés sous contrat de la Principauté. Nous avons écrit à tous les parents d'élèves, soit par lettre, soit par pronote, soit par mail, invitant les élèves au retour des vacances de la Noël, de se présenter auprès des infirmières pour avoir un test PCR gratuit. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de cas Covid au sein des écoles, mais en attendant, pour le moment, il n'a pas été prouvé que les élèves aient attrapé le Covid-19 et été testés positifs parce qu'ils sont venus à l'école. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En tout cas, les infirmières aussi font un travail remarquable, les chefs d'établissement, les professeurs. Vraiment, vous savez, nous, notre but, c'est que les élèves puissent travailler dans une ambiance sereine, harmonieuse, et que ça se fasse dans les meilleures conditions sanitaires. 50 à 60 élèves peuvent être dépistés en 1 heure. Sur place, l'attente n'est pas bien longue. Un créneau est réservé pour les élèves. Ils commencent par s'inscrire puis sont dirigés vers les cabines individuelles de dépistage. Ça s'est très bien passé. C'est vrai que ça picote un peu au début, mais après, au moment où on l'enlève, c'est au moment où ça commence vraiment à faire mal qu'on l'enlève. Du coup, ça va, c'est nécessaire. Ça fait un petit peu peur quand on voit à l'image justement les tests, mais vraiment quand on le fait, c'est rien de bien méchant. C'est un peu comme limite si on se mouchait, mais franchement rien de bien grave. Donc n'hésitez pas à le faire, franchement ça peut améliorer la condition sanitaire actuelle. Un test pas très douloureux donc. Afin de respecter le secret médical, les résultats seront communiqués sous 24 à 48 heures directement aux familles par la cellule Covid-19. Une deuxième campagne est prévue pour ceux qui ne se seraient pas encore manifestés. Nous passons à notre deuxième invité. Alors si le CHPG a été en première ligne, et l'est encore durant cette crise sanitaire, les pharmacies aussi. Avec nous ce soir pour faire le point, la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, Caroline Rouguignon, bonsoir. Bonsoir. Comme je viens de le dire, les pharmaciens ont été en première ligne. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette période, les pharmaciens et le personnel pharmaceutique? Les pharmaciens ont été en première ligne pendant en particulier le premier confinement. En fait, ils se sont retrouvés avec les supermarchés à être quasiment les seuls endroits ouverts de la Principauté. Même si les conditions sanitaires étaient parfois difficiles pour eux et pour leurs équipes, c'était une grande inconnue. On connaissait très très peu ce virus. Ils ont été très sollicités parce que les clients étaient stressés, anxieux. Ils devaient faire face à ce stress aussi et essayer de rassurer la population. Ils ont joué un grand rôle. Désormais, là, les pharmaciens sont autorisés à pratiquer les tests antigéniques. Vous avez été formés pour ça? Alors, ils ont été formés pour pratiquer les tests antigéniques. Ils avaient été formés pour pratiquer les tests sérologiques.
auparavant. Parce qu'il faut savoir que ces tests sérologiques se font dans des conditions, quand même, elles exigent des conditions d'organisation qui sont très strictes. Toutes les officines ne peuvent pas s'y plier parce qu'il faut des entrées séparées. C'est très important de pouvoir faire ces tests également en pharmacie parce que c'est un accès rapide et facile pour pouvoir faire ces tests. Et ça permet aux personnes qui peuvent être contaminées, parfois sans le savoir car asymptomatiques, de pouvoir s'isoler très rapidement et de protéger ainsi leurs proches et de limiter la propagation du virus. Est-ce qu'il y a eu une demande accrue des tests de la part de la population avant les fêtes? Est-ce que vous avez pu le constater? On a eu les personnes qui voulaient voir leur famille pour les fêtes, qui ont préféré toutes se tester au préalable. Donc il y a eu beaucoup plus de demandes avant les fêtes, il y a eu un pic très net. Puis il y a eu les jeunes qui revenaient de l'étranger, qui ont voulu se faire tester également. Quelques-uns qui souhaitaient partir en voyage. Donc il y a eu une grosse demande de ces tests. Et maintenant, il y a toujours beaucoup de demandes? Il y a toujours de la demande, oui. Il y a toujours beaucoup de demandes. Je voudrais que l'on parle de la vaccination à présent. À votre avis, les pharmaciens seront-ils autorisés à pratiquer cette vaccination? Et si oui, qu'en pensez-vous tout simplement? Alors, je pense qu'ils devraient être autorisés, effectivement. Ils ont participé à la campagne de vaccination contre la grippe. Donc ils avaient été formés pour cette vaccination il y a quelques mois. Donc ils vont être impliqués, ils ne le sont pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le premier vaccin que nous avons reçu est celui de Pfizer qui impose des contraintes de manipulation, de logistique, de température qui ne sont pas du tout évidentes et qui sont multidoses également. Donc pour être certain de ne perdre aucune dose et il a été décidé que les pharmaciens pourraient vacciner quand les prochains vaccins seraient un peu plus simples en termes de logistique en particulier. Et il faudra une formation particulière pour ça ou c'est pareil que la grippe? Je pense qu'il y aura quand même un minimum de formation, ne serait-ce que pour le suivi de la population vaccinée. Mais oui, il devrait y avoir une mini-formation complémentaire en fait. La population est prête ou pas à se faire vacciner à votre avis? Je pense qu'à Monaco, la population est globalement plutôt prête à se faire vacciner. Mais c'est vrai qu'elle est inquiète, elle a vu ces vaccins qui se sont développés rapidement et elle vient très très souvent voir son pharmacien, lui demander ce qu'il en pense, lui demander s'il va le faire pour lui. Si vous souhaitez mon avis, moi je suis extrêmement favorable à la vaccination. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été développés effectivement très rapidement parce qu'il y a eu des moyens colossaux mis par les différents gouvernements pour accélérer ce développement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de faire une phase après l'autre dans le développement du vaccin, les phases ont été superposées. C'est ça qui a fait que le développement a été beaucoup plus rapide. Ce qui est destiné quand même à rassurer la population et qui me rassure à titre personnel, c'est qu'il y a eu, dans ces essais, il y a eu beaucoup plus de patients vaccinés que ce qu'il y a dans un vaccin classique qui serait développé en un temps beaucoup plus long à l'époque. Et donc on a quand même beaucoup de données, quoi. On ne part pas du tout à l'inconnu. Je voudrais que l'on parle d'un autre sujet pour finir. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales peuvent désormais se rendre dans une pharmacie pour se signaler. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que ça a déjà été le cas à Monaco? Alors ça, c'est une très bonne idée qu'avait eue Madame Cotalorda, qui s'occupe du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes à Monaco. Elle a eu cette idée pendant le premier confinement où les personnes étaient bloquées chez elles dans des conditions qui pouvaient être compliquées. Et en se disant que comme les pharmacies étaient ouvertes et que les pharmaciens les clients connaissent bien leur pharmacien, l'ont choisi, ont confiance en lui, c'était peut-être un lieu, la pharmacie, dans lequel elles pouvaient se confier plus facilement. Il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement, mais il y a quand même une pharmacie qui m'a dit qu'elle avait été sollicitée sur ce sujet à plusieurs reprises. Caroline Roguignon, merci. Je vous remercie aussi. Nous vous retrouvons Vanessa Dessy pour un premier point sur l'actualité de la Principauté. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. L'INSEE poursuit sa contribution au comité pour la promotion et la protection des droits des femmes en publiant de nouvelles données. Les indicateurs permettent de dresser un portrait à la fin de l'année 2019. Plus de 21 000 femmes sont salariées dans le secteur privé, ce qui représente 40% de la population totale du privé. Elles habitent majoritairement en France, sont plus jeunes que les hommes et travaillent dans de plus petites structures.
La traditionnelle remise des prix de la 25e édition du concours de création d'entreprises a eu lieu, mais cette année de manière virtuelle. Oui Fabien, la Jeune Chambre économique récompense les meilleures initiatives chaque année. Pour des raisons sanitaires, l'événement s'est déroulé en ligne. La première place avec le prix du gouvernement revient cette année à Douvillage, une plateforme de vente en ligne où se retrouvent habitants et commerçants. La deuxième place avec le prix de la Jeune Chambre économique de Monaco est décernée à Posidonia Project, qui met en lumière l'environnement marin de la réserve sous-marine monégasque. Et enfin, le prix coup de cœur est pour Monaco Fonderie. Cette entité représente un écosystème virtuel complet pour start-up. Et le 5 mars prochain, l'Office des timbres de Monaco procédera à la mise en vente de 3 timbres de voitures de course emblématiques. Oui, tout d'abord, la Honda RA 271, première monoplace japonaise en Formule 1. La Renault Williams FW14B, qui était la plus sophistiquée des voitures engagées en Formule 1. Elle a été notamment pilotée par Nigel Mansell et Ricardo Patrese. Et enfin, Stirling Moss à l'honneur, né en 1929, est considéré très vite comme l'un des plus grands pilotes automobiles, surnommé le pilote sans couronne. Plus écologique que ces voitures emblématiques d'époque, la voiture électrique. Vous êtes nombreux aujourd'hui à envisager de franchir le cap. Alors si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la mobilité électrique, Christina Thomel et Thomas Deus ont fait le point sur les voitures branchées. Ces 15 dernières années, l'évolution concernant les véhicules électriques a été considérable. Aujourd'hui, toutes les grandes marques proposent une gamme complète de véhicules écologiques. En principauté, l'impulsion a été donnée par nos princes et Monaco a toujours été précurseur en la matière. Les flottes ont été les premières équipées à Monaco. C'était d'abord des petites camionnettes, des choses comme ça, des 2 roues, voilà. Les particuliers sont venus un petit peu plus tard, mais ils sont maintenant complètement intégrés dans la démarche, naturellement. Et il y a eu des exemples. La Poste, la SMEG, le gouvernement lui-même, les services de parking, enfin tous les services, j'en passe certainement, se sont équipés petit à petit. On voit même maintenant la sûreté publique qui s'équipe, etc. Donc le mouvement est général. Pour réaliser des économies d'énergie et pour un environnement sans pollution, les véhicules propres se sont donc rapidement imposés dans le paysage urbain de Monaco ces dernières années. Par exemple, avec la disparition petit à petit du diesel, probablement, et je pense qu'on va arriver très rapidement à avoir un environnement, disons, un air à respirer dans les villes beaucoup plus valable, beaucoup plus propre. Mais également sur le plan global. Et là, on parle de réchauffement climatique. Les véhicules électriques vont tout à fait dans ce sens, parce que vous savez probablement, mais je tiens à le préciser, on le dit relativement peu souvent, un moteur électrique, ça a un rendement de 90-95%. Un moteur thermique, ça a un rendement de 20 à 25%. Les 15 prochaines années, vous les voyez comment ? Moi, je pense qu'assez rapidement, quand on aura trouvé, je pense qu'on n'est pas loin, une technologie et puis une fabrication de l'hydrogène qui soit elle-même respectueuse de l'environnement, on pourra faire ce que j'appellerais un hybride rechargeable à hydrogène. C'est-à-dire que pour faire les grandes distances, on se servira de l'hydrogène. Pour faire les petites distances en ville ou en périurbain, on se servira de l'électrique comme on l'a dans les véhicules hybrides rechargeables actuels. De nombreux professionnels et particuliers roulent donc à l'électrique aujourd'hui, les avantages étant nombreux. Essentiellement pour les économies. Pour l'instant, toutes les solutions de chargement sur Monaco sont plus ou moins gratuites. Donc moi, d'avoir privilégié un petit véhicule hybride, ça me permet de pouvoir me recharger pour mes petits trajets en semaine, pour aller travailler et avoir quand même un moteur thermique pour faire de longs trajets. Alors si vous hésitez encore, sachez que l'entretien d'un véhicule propre coûte 40% de moins que celui d'un véhicule thermique et son utilisation ne provoque aucune émission de gaz polluants ou à effet de serre. De plus, le gouvernement princier a mis en place une aide pour l'achat d'un véhicule électrique pouvant aller jusqu'à 10 000 €. Jusqu'à 10 000 €, ça laisse à réfléchir. Parlons sport, Vanessa, et commençons avec du football. Oui, Fabien, porté par une dynamique positive, l'AS Monaco se déplace à Montpellier ce vendredi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Niko Kovac à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match. I'm expecting a very tough game, a difficult game, and the last results, Montpellier, Monaco in the past, were not very successful for us. So
we must try to do better. Okay, I'm not looking so much forward. I'm looking, I would say, much more in the back to keep the distance, or maybe to get a bigger gap between Montpellier and us. Du sport toujours, avec du basket. La Roca Team a sorti le grand jeu face à Nanterre. Effectivement, une entame parfaite dans la compétition avant de recevoir Malaga mardi prochain. Les Monégasques sont invaincus face à Nanterre. La première journée du top 16 de l'Eurocup offrait un joli duel 100% Jeep Elite ce mercredi. Une rencontre qui a vite tourné à la démonstration de Monaco, victorieuse 93-65 sur le parquet de Nanterre. Merci Vanessa, on se retrouvera dans quelques instants pour la météo. Mais avant cela, notre troisième invité. Et nous allons parler ensemble cinéma. Vincent Vatrican de l'Institut audiovisuel nous présente La douleur. Le film projeté mardi prochain au Théâtre des Variétés. Attention, les horaires ont changé. Ça sera à 15h en présence du réalisateur. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va parler là aujourd'hui d'un film récent de 2017, La douleur, une adaptation du roman de Marguerite Duras. Oui, une adaptation d'un roman qui est en fait un recueil de nouvelles paru en 1985, où elle revient sur la guerre et la fin de la guerre et la libération de Paris. C'est ça, avec le côté ambigu des relations que le personnage principal peut avoir vers la fin de la guerre. Racontez-nous un petit peu, sans tout dévoiler, bien sûr, le synopsis. Le mari de Marguerite Duras est interné en Allemagne et elle espère tous les jours sa libération. Et effectivement, elle va nouer des relations notamment avec un agent collaborationniste pour essayer d'obtenir des informations sur sa potentielle libération. Donc la douleur raconte ces journées, ces semaines d'attente insupportables et de doute. En quoi le titre a été bien trouvé de ce roman pour raconter toute cette histoire pendant cette Seconde Guerre mondiale? Oui, alors en fait elle a adapté 2 nouvelles de ce livre, dont la nouvelle qui s'appelle La douleur et qui donc donne le titre à l'ouvrage. Et en effet, toute la mise en scène de Finkel dans ce film vise bien à faire ressortir ce sentiment-là. Ce qui est d'ailleurs frappant dans le film, c'est que c'est un film qui étrangement est tourné à l'économie, bien que film de reconstitution avec costume. Il a utilisé un certain nombre d'artifices, à la fois parce qu'il avait peu d'argent et pour coller le mieux à cette idée de douleur. Je vous donne un exemple. Il tourne beaucoup les vues en extérieur en longue focale, ce qui veut dire que le personnage que joue Mélanie Thierry, donc Marguerite, elle, et le point est sur elle, mais tout son environnement parisien est un peu flouté. Flouté pour une bonne raison, c'est que... pour pas voir les détails. Voilà, c'est le Paris de 2017, même si évidemment la circulation est coupée, qu'on met les voitures de l'époque, etc. Mais ce n'est pas une grosse production. Et en même temps, ça répond tout à fait à cette idée de douleur. C'est elle qui envahit l'écran. Et cette idée de flouter, puisque le deuxième plan est flouté, dit bien aussi cette espèce d'ambiance d'étrangeté où on a l'impression que tout ce qu'elle traverse est empreint de ce moment, de cette vie un peu trouble qu'elle traverse. Donc un film avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, le chanteur-comédien Benjamin Biolay. Ce film était pressenti pour aller aux Oscars. Oui, pressenti. Dans les présélections. Il n'est pas resté dans la liste finale. Voilà, j'insiste sur la performance de Mélanie Thierry, qui est absolument saisissante. Ce niveau d'incarnation de personnage est rarement atteint dans le cinéma français. Elle est absolument bouleversante. Voilà, donc allez voir La douleur au Théâtre des Variétés. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert. Pardon, le salaud de la Gestapo. Je suis très flatté d'être
assis à la même table qu'un écrivain. Enfin, je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari. Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert soit pas déporté. Comment ça, déporté? Marguerite! Marguerite! La douleur ce mardi 15h au Théâtre des Variétés, on l'a dit, en présence du réalisateur. Un point météo à présent. Vanessa, avez-vous de bonnes nouvelles ? Et non, malheureusement Fabien, demain le temps sera incertain, surtout en seconde partie de journée. Des rafales pouvant atteindre 30 km/h sont à prévoir avec un vent d'est, l'air sera plus frais. Les températures oscilleront de 6 à 9 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h19 et nous fêterons les Rémis. Merci, on se quitte avec les photos du jour. Nous en avons parlé dans ce journal, l'engouement des véhicules électriques et plus largement du roulé vert. Ces clichés sont signés Michael Alési. Ce journal est terminé. On se retrouve, si vous le voulez bien, vendredi dès 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.